Alors, je laisse la parole désormais à Xavier Gaudin pour son intervention sur la monarchie, l'Église et la question de propriété, le domaine de la couronne face au domaine de main morte. Merci Madame la Présidente. Qu'il me soit avant tout permis de remercier les organisateurs de ce colloque sur le fait religieux dans la construction de l'État, mes collègues Cécile Guérimbargue, Nicolas Hoppé et Géraldine Giraudot. Je souhaite d'abord les remercier très chaleureusement de m'avoir associé à ce colloque, à cette manifestation qui associe juristes, publicistes et juristes historiens, et je suis particulièrement touché par cette invitation. Particulièrement touché par cette invitation donc, qui m'a été faite et qui témoigne que les juristes publicistes n'ont pas gardé un trop mauvais souvenir de mon passage à Orléans il y a quelques années. Je voudrais donc aborder ici un aspect des rapports entre le pouvoir monarchique et la propriété ecclésiastique, essentiellement dans la France moderne. La France moderne, c'est-à-dire plutôt le XVIe, XVIIIe siècle, XVIe, XVIIe même plus exactement, et non pas en Normandie, mais un peu plus au sud, pour prendre un exemple, une illustration, mais dans un autre duché, le duché de Bretagne. D'emblée, c'est parce que l'Église a eu de bonne heure un patrimoine que s'est tout de suite posé la question de ses rapports avec l'État. L'affirmation de la dimension politique de la propriété ecclésiastique se vérifie de nombreuses fois dans l'histoire institutionnelle et juridique, et elle prend en France un relief particulier au cours du XVIIe siècle, du grand siècle, et ce spécialement sous le règne personnel de Louis XIV. Quelques précisions avant tout. Sous l'Ancien Régime, le terme propriété est un synonyme du mot domaine ou du terme seigneurie et désigne le rapport qui fait qu'une chose appartient plus à l'un qu'à l'autre. La propriété est ici mentionnée dans une acception différente de celle issue du Code civil de 1804, car cette propriété n'a pas encore son caractère unitaire et absolu. À la différence du Code qui imagine un lien direct entre le propriétaire et un fonds, la propriété dans l'ancien droit voit coexister des propriétés simultanées. Lorsque le seigneur d'un bien fonds concède une partie de sa propriété à un vassal, deux propriétaires se font face. Le second, qu'on appelle le propriétaire utile, use de la terre et relève du propriétaire éminent, le seigneur, qui reçoit les différents droits attachés à la propriété, comme les droits de mutation entre vifs ou à cause de mort. Parmi les divers propriétaires figurent les personnes morales qu'on appelle les gens de main morte, c'est-à-dire, pour reprendre la définition du jurisconsulte Louis de Héricourt, jurisconsulte du XVIIIe siècle, les bénéficiés, les communautés ecclésiastiques séculières et régulières, et les communautés laïques comme les universités, les bourgs et les villes. Leurs biens-fonds ne changent jamais de main, car ils sont attachés aux bénéfices ou à la communauté qui ne meurt jamais. D'où l'expression d'ailleurs main morte, parce qu'ils ont la main morte pour transmettre. Ils ont la main vive pour hériter, pour recevoir, autant ils ont la main morte pour transmettre. Les ecclésiastiques, grâce au caractère inaliénable de leurs biens, ont la capacité financière d'assurer leur mission, qu'elle soit religieuse ou non, comme l'enseignement ou les soins par exemple. Néanmoins, lorsque ces personnes morales ont la qualité de propriétaires utiles, le seigneur éminent ne perçoit plus ses droits. En effet, non seulement les gens de main morte ne meurent pas, ce qui prive le seigneur direct des droits de mutation, mais en outre, leurs biens sont inaliénables. C'est pourquoi, afin d'obtenir la capacité juridique de posséder de nouveaux biens-fonds, ils doivent obtenir l'autorisation du roi, qu'on appelle l'amortissement, et obtenir également l'assentiment du seigneur éminent, le droit de nouvel acquet. Le point capital sous l'Ancien Régime est de savoir si et comment les biens d'Église doivent contribuer aux dépenses d'intérêt public. Afin de calmer les appétits monarchiques et de préserver son temporel, l'Église consent des dons gratuits, c'est-à-dire, pour dire vite, l'Église verse des sommes conséquentes, des sommes d'argent au pouvoir. Et ce, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est le célèbre contrat de Poissy de 1561. L'État s'en accommode
parce qu'il reçoit rapidement et sans difficulté des sommes qu'il n'aurait pu lever qu'avec beaucoup de peine, mais il ne renonce pas pour autant à surveiller l'accroissement des possessions ecclésiastiques. Il le fait non seulement en tant que suzerain, c'est-à-dire lorsque les gens de main morte sont ses vassaux, mais également en tant que souverain, en vérifiant, par exemple, si le droit d'amortissement a été régulièrement versé. Envisager alors les relations politiques entre la monarchie et les propriétés ecclésiastiques revient à confronter les domaines de main morte avec le domaine de la couronne. Domaine de la couronne qui est également inaliénable. Le domaine de la couronne regroupe traditionnellement les différents biens-fonds sur lesquels le seigneur-roi exerce directement son autorité et où il y perçoit divers droits, comme n'importe quel seigneur. Cette hétérogénéité provient de l'héritage féodal où l'appropriation de la terre se confondait avec l'exercice des prérogatives publiques. Si le domaine se trouve fortement intégré dans le système de la propriété foncière de l'ancien droit, l'action du souverain l'intègre à la politique monarchique. Le roi cherche en effet à étendre l'ère domaniale par tout moyen, non seulement pour des raisons fiscales, mais également afin d'augmenter l'assise de son pouvoir. L'extension monarchique se vérifie en pratique sur deux catégories de biens. La première concerne le statut des choses publiques, des res publicae, c'est-à-dire les grands chemins, les places publiques, les fleuves, les rivages des mers, etc. Au XVIIe siècle, le juriste Jean Domat, grande figure doctrinale, considère que ces choses sont insusceptibles de propriété, qu'elles soient privées ou domaniales, parce qu'elles se trouvent à l'usage du public. Or, profitant du droit de garde que le roi exerce sur les choses publiques, en tant que représentant de l'intérêt général, Louis XIV fait entrer dans la propriété du domaine de la couronne les choses publiques. C'est-à-dire qu'à ces deux masses, domaine de la couronne et choses publiques, le roi n'en fait plus qu'une seule. La deuxième extension se réalise par la confection du papier terrier. Le terrier est, pour le juriste Bosquet, juriste du XVIIIe siècle, une description de tous les héritages féodaux et roturiers, tous les biens féodaux et roturiers, qui sont dans la mouvance ou sensible d'un seigneur. La réfection du papier terrier inaugure la réformation du domaine, procédure cyclique qui combat les abus perpétrés contre le domaine. Parce que le roi est le gardien du domaine de la couronne, il lui revient d'en assurer la protection en veillant à son intégrité. Les différents éléments domaniaux dispersés dans le royaume se trouvent en effet exposés aux patientes usurpations des propriétaires ou possesseurs voisins, c'est-à-dire, pour dire vite, à des occupations sans titre. La tâche du souverain consiste donc à réformer son domaine, à intervalles réguliers, par la vérification sur place des éléments dont il se compose. Puis, pour conserver, si ce n'est pour figer, les informations recueillies, le souverain ordonne la confection d'un papier terrier. Technique éprouvée, la procédure n'aurait qu'une portée pratique restreinte et ne serait guère efficace si les possessions de la couronne ne bénéficiaient pas de règles dérogatoires au droit commun. Les fameuses règles d'inaliénabilité et son corollaire, l'imprescriptibilité du domaine de la couronne, qui ont été respectivement prononcées, qui ont été confirmées, consacrées pour la première en 1566 et pour la seconde en 1667. Les usurpations constatées, c'est-à-dire donc les occupations sans titre de parties du domaine, permettent ainsi de récupérer des biens fonciers et de reborner les possessions domaniales, de délimiter précisément les terres des proches vassaux. Une telle extension assure à l'avenir des revenus plus importants, sans compter le cas échéant le paiement d'amendes. Ce faisant, la procédure permet également de s'emparer de propriétés, de droits qui ne pourraient être démontrés par leur titulaire. Ces descentes monarchiques représentent également pour le pouvoir central un moyen privilégié de pénétrer dans le cœur de certaines provinces, et particulièrement dans certains pays d'État, c'est-à-dire grosso modo des provinces rattachées plus tardivement au domaine de la couronne et qui ont conservé des États particuliers représentant les trois ordres. Tel est le cas du duché de Bretagne, qui a été le dernier grand-duché uni au royaume de France par François Ier par l'édit d'union de 1532. Si les procédures réformatrices accroissent la charge financière de la province, elles permettent au monarque de manifester l'étendue de sa souveraineté. D'autant que la Bretagne relève du secrétaire d'État aux Affaires étrangères jusqu'en 1715. Et les domaines de main morte font l'objet, domaines de main morte de surcroît au sein de ces pays d'État, font l'objet d'une attention toute spéciale,
non seulement parce que le souverain tente à leur attribuer la qualité de biens publics, qui, on l'a vu, biens publics sont en voie d'être intégrés au domaine de la couronne, mais également parce que dans le contexte gallican, les intérêts du pouvoir sur les possessions ecclésiastiques sont plus prononcés, plus manifestes, plus vifs. Le monarque vise particulièrement les propriétés des évêques, acteurs politiques essentiels aux possessions foncières conséquentes. La terre semble en quelque sorte l'un des lieux par excellence où peuvent se rencontrer l'Église et le souverain. La confrontation du domaine de la couronne et du domaine de main morte offre ainsi un panorama des diverses relations entre l'Église et l'État, et ce sur le temps long. Il est intéressant de constater l'influence que l'on pourrait qualifier d'administrative exercée par les titulaires des seconds, les domaines de main morte, sur les propriétaires du premier, ou le propriétaire du premier, le domaine de la couronne. L'Église, en d'autres termes, offre un modèle de gestion historique et de préservation domaniale. Et l'État va exploiter un tel modèle et diligenter ainsi les recherches domaniales. Dans ce cadre, la procédure de réformation va privilégier une politique d'extension domaniale, fût-ce au détriment des possessions ecclésiastiques, et si la logique extensive des propriétés de la couronne se fait délibérément dans une logique financière, elle procède également d'une volonté d'affirmer son pouvoir. Donc ces trois temps que je développerai successivement: influence, procédure, encadrement. L'influence tout d'abord des propriétés ecclésiastiques. La surveillance de l'accroissement des propriétés ecclésiastiques s'inscrit dans une politique de protection du domaine de la couronne. Or, il est paradoxal de constater que le pouvoir monarchique se serve, à cette fin, de techniques mises en œuvre par le droit canonique. Telle est l'origine de l'affirmation de la règle de l'inaliénabilité du domaine de la couronne et de l'obligation d'administrer raisonnablement le domaine. Alors, un tel statut protecteur trouve son origine et son fondement dans les règles ecclésiastiques, elles-mêmes formées à partir du droit romain. Le droit canonique, en effet, déclare les biens de main morte inaliénables, tirés de l'inaliénabilité des choses publiques, des res publicae romaines. L'interdiction d'aliéner sert à assurer des revenus à l'Église afin qu'elle puisse accomplir les missions qui lui étaient dévolues. Les médiévaux se rapportent au serment prononcé par l'évêque lors de son entrée en fonction de ne pas aliéner les biens de son diocèse, et la doctrine opère alors progressivement un rapprochement avec le serment du roi lors de son sacre, serment qu'elle complète avec les commentaires de la décrétale du pape Honorius III. Celui-ci, en effet, ayant appris, je pense que ce point est connu, ayant appris que le roi de Hongrie, André II, avait fait procéder à des aliénations au préjudice de son royaume et contre l'honneur de sa couronne, lui demanda de révoquer ces dispositions. Le pape considérait en effet qu'elles contrevenaient au serment prêté par le roi lors de son sacre. Ainsi, il ressort que puisque le monarque considéré comme gardien du domaine s'engage à sa conservation et à son augmentation, il possède par conséquent la faculté de révoquer toute aliénation qui lèse gravement la dignitas royale. Afin d'insister sur l'importance toute particulière de cette protection dévolue au monarque, les jurisconsultes vont reprendre la métaphore du mariage moral et politique entre le roi et la res publica, lancée par Lucas de Pena, et calquée sur le modèle canonique, le mariage entre l'évêque et l'Église. Puis, progressant dans la comparaison, ils en viennent à assimiler le domaine à une dot et, partant, à s'inspirer fortement des aspects matrimoniaux tirés des dispositions de la Lex Iulia. À l'instar de la dot apportée en mariage par la femme à son époux, le patrimoine et domaine de la couronne est comme la dot inséparable de l'état public, pour reprendre l'expression de René Chopin, domaniste du XVIe siècle. Donc, la dot inséparable de l'état public que la chose publique apporte au roi, son époux, en mariage politique, pour reprendre l'expression d'un autre jurisconsulte de cette époque, Jean Papon. Ainsi, parce que le roi est l'intendant et gardien de l'État, et comme son époux mystique, il dispose d'une pleine, entière et libre administration de son domaine et droit dépendant de celui-ci. Mais ce pouvoir s'entend sans le pouvoir d'aliéner en tout ni en partie, précise Jean Baquet, autre jurisconsulte. La métaphore illustre ainsi de façon concrète les rapports entre le roi et le domaine, ainsi que l'obligation faite au roi d'administrer soigneusement les biens de la couronne.
Parce que le domaine est considéré comme la dotation financière du souverain et de l'État, le monarque doit veiller scrupuleusement à son entretien. La cause profonde de ce devoir impérieux est principalement de nature financière. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, en effet, l'idée que le roi doit vivre de son domaine, du sien, et non des impositions directes exceptionnelles, des impôts, est toujours forte. Toute aliénation des possessions de la couronne renvoie non seulement à l'image d'un gestionnaire médiocre, mais entraîne de surcroît le recours à l'impôt, ce qui revient à porter atteinte à la propriété privée des sujets. Ceux-ci s'estiment en conséquence vivement intéressés à la conservation du domaine. Au cours de la surveillance exercée par le monarque, les vérifications des biens que possèdent les gens de main morte sont fréquentes. Les progrès du gallicanisme s'apprécient aux mesures prises à partir du XVIIe siècle contre l'extension des biens de main morte. Le clergé français, moins uni à Rome et parfois divisé, ne réussit plus à bien se défendre. Ainsi, afin de limiter l'accroissement des propriétés ecclésiastiques, les édits de novembre 1629 et de décembre 1666, pour ne prendre que ces deux exemples au XVIIe siècle, interdisent tout établissement nouveau sans lettre patente du roi. En théorie, les gens de main morte ne peuvent être rendus capables de posséder que par l'obtention de lettres d'amortissement données après le paiement d'un droit. En pratique, l'amortissement n'étant pas toujours perçu avec régularité, le roi envoie de temps à autre dans son domaine des commissaires qui demandent aux gens de main morte la liste de leurs nouveaux acquits et exigent de ces gens de main morte des sommes importantes afin de confirmer les acquisitions faites depuis plusieurs années. C'est le cas notamment de la déclaration de 1639. Louis XIV poursuit cette politique et par la déclaration, pour prendre un autre exemple, de 1689, il fait procéder à nouveau à des recherches des amortissements. Toutefois, les assemblées du clergé, devenues périodiques, négocient avec le roi pour échapper à ces recherches et obtiennent toujours, moyennant finance, des lettres d'amortissement général. Parallèlement, les auteurs domanialistes vont donner à l'amortissement ses traits définitifs et la vieille institution féodale va être progressivement transformée par l'interprétation étatiste qui en est donnée. Ainsi, le legs du grand siècle, du XVIIe siècle, est la conviction que l'amortissement est un droit domanial de la couronne, imprescriptible et inaliénable. Néanmoins, de telles mesures n'empêchent pas le pouvoir d'ordonner d'autres incursions dans les possessions ecclésiastiques. C'est le cas des réformations. En ce qui concerne donc la procédure de réformation des propriétés ecclésiastiques, cette procédure, en un mot, est d'abord une procédure judiciaire. Dans le prolongement des remarques faites précédemment, il pourrait être fait mention des origines également canoniques de la procédure. Cependant, l'ordo iudicarius a été récupéré par l'État, qui le façonne progressivement, et il sera donc ici surtout question de relater cette procédure afin de révéler les ambitions royales, les ambitions politiques sur les biens du haut clergé. Alors les pays d'État, dans le cadre de cette procédure, les pays d'État sont dans la ligne de mire du souverain, puisque les procédures y sont, on le voit, les plus abouties. Le souverain et son ministre, notamment, regardent une des provinces particulières, la Bretagne. Pourquoi ? Parce que c'est une province qui est riche, parmi les plus indépendantes, protégée par une série de privilèges qui avaient été garantis notamment lors de l'édit d'Union de 1532, et c'est une province qui paie peu d'impôts. Si la procédure de réformation concerne pour une grande majorité de petits propriétaires, elle s'applique également, voire même spécialement, aux gens de main morte. Parmi les gens d'église figurent en premier lieu, bien évidemment, les évêques de Bretagne. Si au bas Moyen-Âge, ces évêques tiennent directement leur reguerre, c'est-à-dire leur possession temporelle, du duc, après la réunion du duché à la France, ces évêques relèvent tout logiquement du roi, successeur du duc. Les évêques possèdent ainsi un temporel étendu et font par là exception au reste du clergé, d'où l'intérêt de leur possession. Après plusieurs avatars et discussions dont je fais l'économie, un contrat est signé entre le roi et les États de Bretagne afin de préciser les conditions de la confection du papier terrier. Alors, les évêques, comme n'importe quel autre propriétaire, sont obligés, ça montre bien l'assujettissement, sont obligés de déclarer ce qu'ils possèdent en détail du roi. Donc ils fournissent leur déclaration au papier terrier. Et ce qui est révélateur de ces enjeux politiques sous-jacents, c'est que l'opération est diligentée par des financiers sous la surveillance d'un commissaire général. C'est-à-dire que le monarque confie le chapeautage à un fermier général du domaine, c'est-à-dire à un juriste parisien,
intéressé financièrement à l'affaire et associé au ministère public. Ce fermier général des domaines est assisté de commissaires réformateurs issus de la Chambre des comptes de Bretagne, juridiction qui conserve les déclarations de propriété, les aveux et dénombrements, ainsi que certains juges des juridictions royales. Les propriétaires donnent pouvoir à leur procureur, c'est-à-dire une sorte d'avoué, de s'acquitter de cette tâche. Ainsi, l'évêque de Nantes, appelé donc à faire ces déclarations et dénombrements, pris comme procureur son juge en sa juridiction des régères, donc de ces juridictions épiscopales. Afin de prouver la propriété des différentes possessions épiscopales, celui-ci fournit avec la déclaration des productions, c'est-à-dire des différents actes de propriété qui sont là pour témoigner que l'évêque est bien propriétaire de telles des propriétés qu'il peut déclarer. Donc essentiellement, ce sont des actes authentiques. En réponse, le fermier général signifie ses contredits, dans le cadre d'une véritable procédure civile, auquel le procureur de l'évêque répond. Si les formes suivent véritablement les règles du procès civil, les échanges tournent au fond autour de la propriété féodale, propriété foncière féodale, et sur l'interprétation de certains aspects de la coutume de Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'interprétation qui est faite par le fermier général, qui est un Parisien, l'interprétation qui est faite de la coutume de Bretagne est une interprétation finalement telle que une interprétation parisienne de cette coutume de Bretagne. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de contentieux autour de cette propriété. Comme ce ne sont pas les mêmes coutumes, et comme le fermier général est un Parisien, eh bien, il voit tout au prisme de la coutume de Paris, et donc les juristes bretons s'insurgent contre cela. Alors les évêques et certains abbés également vont être privés en première instance de certains droits et mouvances. Tel fut notamment le cas des évêques de Nantes et de Quimper, qui vont interjeter appel, puisque dans le cadre de cette procédure, il a été rendu possible par le pouvoir que les appels soient interjetés auprès du Parlement de Bretagne et non pas directement auprès du Conseil du roi. Et l'appelant, comme l'intimé, vont à nouveau fournir leur mémoire à la cour pour démontrer leur position. Non seulement les procureurs et avocats des propriétaires attaqués, et spécialement ceux des évêques, ont su défendre leurs clients en utilisant largement le droit féodal breton, mais de surcroît, les parlementaires, également propriétaires fonciers, se sont montrés soucieux d'appliquer le droit coutumier de la province. Parmi les différentes espèces qui ont pu être contestées, et au-delà des questions de propriété, une décision des commissaires réformateurs est révélatrice de ces enjeux politiques sous-jacents. Dans leur sentence, rendue contre l'évêque de Nantes, Gilles de Beauvau, les commissaires décident notamment qu'il sera dit par les déclarations du dit révérend évêque qu'il est évêque par la miséricorde de Dieu et du Saint-Siège, et non par la grâce de Dieu. Les commissaires, on le voit, dépassent sensiblement leur mission, et l'évêque d'emblée l'affirme que la commission du roi n'est pour telle réforme. Même si l'évêque sera maintenu dans sa titulature par le Parlement, une pareille décision est révélatrice d'un certain contexte politique et des rapports particuliers entre le roi et l'Église, pour que certains agents de la monarchie ne reconnaissent finalement la grâce de Dieu qu'au souverain, qu'au roi lui-même. Cette décision de surcroît a été rendue en avril 1682, soit un mois après la déclaration du clergé de France sur la puissance ecclésiastique, dite déclaration des 4 articles donnée le 19 mars 1682. Déclaration dans laquelle il est remarquable de noter que si le droit divin des rois y est proclamé, il n'est pas question du droit divin des évêques. Alors, je passe sur les différentes considérations qui sont plus des considérations d'ordre théologique, canonique, plutôt que juridique, autour de cette défense pour l'évêque de la possibilité qu'il a de pouvoir s'intituler évêque par la grâce de Dieu, pour en venir directement au 3e point sur l'encadrement politique des propriétés ecclésiastiques. Parler d'enjeux de pouvoir de la Réformation, qu'on a pu envisager progressivement, c'est envisager l'utilisation donc politique des biens et spécialement des domaines de main morte relevant directement du roi. En effet, le résultat de la réformation des domaines de main morte paraît, lorsqu'on regarde uniquement les revenus que cela a pu procurer, bien maigre. Les évêques, déboutés de plusieurs mouvances, interjettent appel auprès du Parlement de Bretagne. La Cour accueille ces appels avec bienveillance et réintègre les ecclésiastiques dans quasiment toute leur propriété. Et finalement, les contentieux ont surtout permis de préciser les propriétés entre les gens de main morte eux-mêmes plutôt qu'entre le roi et les évêques.
ou les gens de main morte de manière générale. Non seulement les réunions domaniales semblent avoir concerné donc les autres propriétaires et non pas les gens de main morte, mais la politique d'extension a surtout permis d'intégrer les choses publiques, spécialement celles des villes, les accroissements des fleuves, etc. Beaucoup plus que de nouvelles possessions possédées par les ecclésiastiques. De surcroît, la logique de réintégration, voire même parfois de simple intégration, est paradoxalement suivie de la logique de l'exploitation domaniale, c'est-à-dire que le souverain va chercher par la suite à tout reconcéder, moyennant, bien sûr, une redevance, c'est-à-dire un acte recognitif de suzeraineté royale sur le bien. Surtout, le monarque manifeste à tous ses vassaux, donc au-delà de ces enjeux financiers finalement qui sont assez maigres, et spécialement aux gens de main morte, par cette descente en Bretagne, qu'il est le seul souverain. Outre les expédients qu'il parvient à tirer d'une institution solvable, le clergé, le roi tient à manifester par ses incursions qu'il se trouve au sommet de la pyramide féodale. À partir du XVIIe siècle, il invoque régulièrement sa qualité de souverain fiefeux et réclame une directe universelle sur toutes les terres du royaume. Parce qu'il prétend que toute terre relève de lui, sauf preuve expresse de l'allodialité, le roi veut incontestablement augmenter l'assise domaniale afin d'accroître l'étendue de sa souveraineté. Autrement dit, Louis XIV, roi souverain par excellence, cède des attributs que lui offre la suzeraineté pour affirmer sa souveraineté. La Réformation permet ainsi à la suzeraineté de venir en grand renfort d'une souveraineté qui éprouve une difficulté à s'affirmer parce qu'elle manque justement de ressources financières. La suzeraineté sert donc au souverain à manifester son pouvoir à une institution, à une province, et plus précisément aux gens de main morte, à l'Église, au sein d'une province d'État. En effet, le gouvernement, à partir des années 1670, cherche à tirer de l'argent des privilégiés du royaume. Cette nouvelle politique partait en effet de la conviction que les contribuables assujettis aux impôts directs étaient épuisés. Ainsi, à l'instar de la Bretagne, qui, parce qu'elle se trouve sous-fiscalisée, attirait le regard du pouvoir, les privilégiés devaient également participer, plus qu'ils ne le faisaient déjà, par l'impôt du sang ou les impôts indirects, aux charges de l'État. Néanmoins, Colbert n'atteint pas complètement le résultat escompté en Bretagne. En effet, les États assemblés fondamentalement privilégiés, les États de Bretagne, se trouvaient dans l'incapacité de pouvoir décider eux-mêmes de l'accroissement de la contribution des membres qu'ils représentaient. Néanmoins, malgré leurs frictions et heurts avec le pouvoir central, les pays d'État, et tout spécialement la Bretagne, offraient, et le constat est important, un champ d'expérience qui permettait d'expérimenter des nouveautés avant de les introduire dans la France entière. Les États de Bretagne permettaient ainsi à Colbert de bénéficier de l'avantage énorme d'un sondage de l'opinion des élites, et cette idée expérimentée en Bretagne de faire participer les privilégiés à hauteur de leur richesse, de leur fortune, eh bien cette idée expérimentée en Bretagne de faire participer les privilégiés n'obtint pas immédiatement le résultat prévu. Néanmoins, l'idée était lancée et sera concrétisée de façon plus efficace dans les années 1690, 1694, 1695, avec la première capitation, qui est un impôt sur tête. L'ampleur de la politique du roi et de Colbert en la matière témoignait que l'objet domanial figurait toujours, paradoxalement, au sein des préoccupations politiques. Moyen d'affirmation du pouvoir monarchique, il permettait indirectement de pouvoir tirer des subsides. Ainsi, en conclusion, en confrontant les deux domaines inaliénables, la réformation des domaines de main morte et le domaine de la couronne, donc en confrontant ces deux domaines inaliénables, eh bien, la réformation permet au souverain d'apprécier l'étendue de la propriété ecclésiastique, ce qui entraîne notamment l'encadrement des domaines de main morte, et ce tout spécialement, on l'a vu, dans les pays d'État, voire même également la promulgation de lois afin de limiter l'extension des terres ecclésiastiques. Et c'est notamment, pour prendre un seul exemple au XVIIIe siècle, le fameux édit de 1749. De surcroît, l'État évalue la capacité financière de l'Église dans la perspective de lui demander d'autres contributions. Le royaume affirme l'idée que les biens d'Église, comme les autres biens, sont soumis à son pouvoir. Mais si le clergé réussit toujours, sous l'Ancien Régime, à tenir en échec l'introduction d'une fiscalité royale rationalisée qui la concerne, le souverain, par son jeu politique, obtient néanmoins de sa part, avec les domaines de main morte, les décimes, les dons gratuits, des revenus réguliers. Les biens de main morte sont ainsi au cœur même d'une confrontation politique de l'Église et de l'État,
et ces biens se trouvent en bonne partie à l'origine de la participation financière de l'Église aux dépenses de l'État. La confrontation du domaine de la couronne et des domaines de main morte permet ainsi de révéler pleinement la dimension politique de la domanialité à l'époque moderne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cela nous rappelle à quel point les rapports entre Église et État passent aussi par les questions de profit.